Voilà. Les micros. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc, un petit peu à la suite de Sébastien. Je prends le relais pour vous parler donc toujours du projet Interreg Carpit et plus précisément donc de la modélisation et des méthodes que l'on essaye de développer dans ce projet vis-à-vis donc des calculs des émissions de gaz à effet de serre donc à l'interface tourbière-atmosphère. Donc c'est une action donc qui est réalisée dans le projet Carpit et qui est menée principalement donc avec les collègues donc de l'université d'Orléans, l'université de Rennes et AuberGM. Avant peut-être de parler de ce qu'on a fait exactement dans le projet, je voulais faire un petit rappel un petit peu voilà, de ces aspects estimation des flux. Hein. Donc Sébastien a très bien parlé dans la première partie. Il y a toute une part. Ces flux peuvent être donc estimés à partir de mesures sur site, ce qui peut représenter de gros investissements, hein, à la fois en termes de matériel, en termes de besoins humains pour se rendre sur place, pour faire les mesures et ainsi de suite. Donc, une autre méthode donc, pour estimer ces flux qu'on essaye de développer, c'est la modélisation numérique. Alors, j'ai juste, j'allais dire 10 minutes pour parler de tout ça, donc on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps. Hein, donc, c'était simplement vous faire un petit rappel de ce qui existe actuellement en termes de modélisation numérique. Alors, ce qu'on va trouver dans la littérature, ce sont des modèles parfois très très simples, hein, des modèles qu'on va appeler analytiques, où on va avoir simplement des relations entre deux variables, deux paramètres, qui peut être par exemple le cycle du carbone et la profondeur de la nappe, qui vont permettre d'estimer, vous en avez un exemple ici, donc sur cette courbe, où on a l'évolution en fait ici des émissions de gaz à effet de serre, hein, en équivalent CO2, alors c'est par hectare et par an, en fonction de la profondeur de la nappe. Donc voilà, vous voyez, c'est des relations complètement linéaires qui ont pu être établies, alors qui ont été établies dans certaines conditions. Alors il y a à ces modèles, il y a quand même pas mal de limitations, hein, qui font que voilà, quand on va avoir des changements rapides des processus ou des hauteurs de nappe, on peut arriver à des sous-estimations ou des surestimations assez rapidement. Alors une autre approche dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'approche GEST. Donc c'est un modèle qui a été développé par l'université de Greifswald en Allemagne, qui a développé ce modèle depuis maintenant une quinzaine d'années et donc qui permet d'évaluer les flux de gaz à effet de serre donc dans les grands sites de tourbières en Europe centrale, donc des sites où il y avait assez peu de données. Et donc c'est une approche qui se base principalement sur une combinaison entre la nature des espèces végétales présentes sur les sites, puisque ces espèces végétales en fait sont le reflet de la profondeur de la nappe. Donc voilà, donc on a une relation entre espèces végétales et profondeur de nappe. Et puis, c'est des modèles qui incluent aussi quelques caractéristiques pertinentes de chaque site, comme le type de tourbière, le pH ou les nutriments. Donc c'est un modèle qui a été calé voilà, sur pas mal de données de la littérature, sur des mesures spécifiques de chaque pays, principalement des pays d'Europe d'Europe du Nord, du nord de l'Allemagne, des pays baltiques. Mais actuellement, il manque un petit peu de données sur des données donc un petit peu plus au sud. Voilà. Donc il y a un petit peu de littérature sur ce modèle-là, mais c'est assez difficile il n'est pas disponible, on ne peut pas l'utiliser tel quel. Alors, par contre, vous avez peut-être entendu parler d'un autre modèle qui est le SET, donc le Site Emissions Tool, qui a été développé dans le cadre du projet Interreg Nord-Ouest Europe, là aussi, mais le projet Carbon Connect. En fait, c'est une émulation du guest model dont je viens de vous parler, donc qui a été développé par VHL, donc aux Pays-Bas, et qui vise donc à aider les agriculteurs, les propriétaires et les décideurs donc à évaluer les effets de différentes actions de restauration, par exemple, sur leur tourbière pour voir justement l'impact que ça peut avoir en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, par contre, c'est un modèle qui est complètement disponible. Hein, donc, vous avez le lien ici. Vous pouvez le retrouver donc dans le site Carbon Connect. Et puis là, vous avez
soit un outil en ligne, soit un fichier XLS à télécharger et qui vous permet donc de faire des calculs de gaz de, de gaz à effet, d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc c'était quand même un modèle j'allais dire, voilà, qui est calqué un petit peu sur le guest model, mais celui-là, voilà, est disponible et bon, vous pouvez l'utiliser. Et puis, ben, après, j'allais dire, il y a énormément de modèles qui ont été développés par ailleurs, hein, qui essayent d'intégrer des descriptions de plus en plus fines, j'allais dire, de l'ensemble des processus, hein, que ce soit les processus hydrologiques, que ce soit les processus chimiques ou biochimiques. Donc là, je vous ai donné quelques exemples, mais j'allais dire, on pourrait en citer bien d'autres. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, il y a une très grande diversité des modèles. Et actuellement, donc, il n'existe aucun modèle unique adapté à l'ensemble des tourbières que l'on va rencontrer, hein, et qui plus est lorsqu'on va changer de conditions, que ce soit les conditions tempérées, boréales ou tropicales. Alors, pour revenir au projet CARPIT, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement d'introduire un tout petit peu plus de processus à l'intérieur de notre modèle. Et donc, on a voulu travailler, donc, comme vous le savez, hein, il y a de nombreuses interactions à l'intérieur de ces systèmes de tourbières, hein, que ce soit entre les phases solides et puis les phases liquides, entre les phases liquides et les phases gazeuses, et ainsi de suite. Donc, on a voulu essayer d'intégrer le maximum de choses dans un modèle, et on a utilisé pour cela ce qu'on appelle un modèle couplé de transport réactif, et un de ces codes, c'est le code HPX. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ce n'est pas l'objectif ici de présenter le détail de toutes les équations, mais c'est simplement pour vous donner une idée de comment est composé ce code. C'est d'un côté donc un modèle de transport qui va prendre en compte justement toute la partie non réactive, hein, donc tout ce qui est le transport des gaz, le transport de l'eau à l'intérieur de notre milieu poreux, donc c'est-à-dire de la surface jusqu'à la nappe. Et puis de l'autre côté, on va avoir un code qui est un code de géochimie, qui est le code Frixé, pardon, qui lui va prendre en compte par contre la réactivité chimique et notamment donc tous les équilibres entre la phase liquide et la phase gaz, la phase solide et la phase liquide. Voilà. Et donc on a appliqué pour l'instant, hein, donc dans le projet Carpit, l'objectif il est d'appliquer ce modèle à tous les sites, mais actuellement donc on l'a principalement utilisé sur la Guette parce que c'était un des sites sur lequel on avait le plus de données et le plus de recul par rapport j'allais dire aux données et aux historiques de données. Et donc pour cela on a utilisé donc des données de capteurs dans le sol et puis on a utilisé des données de la tour d'hélicovariance. Donc la première étape a été une phase de calibration du modèle. Donc, on a utilisé donc, les précipitations, on a utilisé donc, des informations sur la température de l'air, sur la température du sol à différentes profondeurs. On a utilisé des données de température de l'eau également dans le sol. Et puis, comme je vous disais, on a utilisé aussi des données obtenues par la tour des microvariances, qui sont en fait des données journalières de respiration et puis donc d'échange de l'écosystème. Voilà. Donc, toutes ces données, en fait, ont servi à caler notre modèle numérique. À partir de là, donc, on a pu déterminer en fait un certain nombre de conditions aux limites, hein, qui nous ont permis donc notamment de recalculer en fonction des précipitations, du rayonnement, de la vitesse du vent. On a pu recalculer par exemple une évapotranspiration. Donc on avait donc la recharge, on a pu calculer cette évapotranspiration. On a utilisé donc les variations de la nappe donc sur à peu près voilà 2018, 2019 jusqu'à 2020. Et on a rentré donc tout ça dans le modèle. Et donc, ça nous a permis, en termes de résultats, dans un premier temps, donc, de reconstituer et de déterminer les teneurs anneaux à l'intérieur du sol. Alors là, vous avez en fait les teneurs anneaux, donc les points bleus et oranges, ce sont des valeurs mesurées par différentes sondes, et les valeurs en jaune, ce sont des valeurs modélisées. Donc, on voit qu'encore, on a des petites variations, hein, parce qu'on ne peut pas prendre en compte tous les processus, mais on arrive quand même à reconstituer de manière assez propre la teneur anneau à l'intérieur du sol. Ce qu'on a fait aussi, donc, c'est calculer les flux de CO2 donc, en lien avec la respiration. Donc, pour ça, on a utilisé une réaction qui est tout simplement l'oxydation de la matière organique qui va produire du CO2 et de l'eau. Et donc, on a rentré une loi cinétique qui est fonction donc, de la température du sol, de la profondeur et de l'humidité relative.
Et là encore, vous avez la restitution ici en jaune. Donc jaune et orange, c'est simplement, on a un petit peu fait varier les cinétiques pour voir si ça avait quand même, on a testé un petit peu la sensibilité du modèle, mais on arrive quand même à des choses qui sont relativement cohérentes avec les données mesurées, donc qui sont les données en bleu, qui sont les données mesurées par la tour des 10 covariances. Et on arrive donc à des flux qui sont relativement cohérents. Et donc, la partie qui nous manquait derrière, c'était la question de la végétation. Donc, pour cela, en fait, on a utilisé des données de la littérature, hein, donc, qui ont été acquises notamment sur la guette, dans lequel on a rentré donc des productions de l'écosystème en fonction du rayonnement. Donc, il y a des mesures qui avaient été faites, des lois qui avaient été calées donc, en fonction du type de végétation, que ce soit des sphènes, soit des sphènes à Molini. Donc, en fait, ces lois-là ont été rentrées dans le modèle. On les a donc combinées au flux de respiration et on a sorti, en fait, ici, donc en orange, l'estimation des flux de CO2 sur la période 2019-2020 avec des valeurs donc, qui sont assez cohérentes avec les valeurs mesurées au niveau de la tour des 10 covariances. Donc, voilà un petit peu la partie modèle qu'on a essayé de développer. Qui permet donc d'avoir une meilleure estimation. J'allais dire, on va un petit peu plus loin qu'un simple modèle analytique, on va un tout petit peu plus loin en essayant de proposer un modèle qui intègre le plus de processus. Et donc, la question qu'on se posait après, Sébastien en a parlé tout à l'heure, c'est comment maintenant avoir à partir de ce modèle, extrapoler ce modèle pour estimer les flux à l'échelle de la tourbière. Donc là, ce qu'on a vendu dans le cadre du projet Kerpit, c'est simplement donc, un outil d'aide à la décision, donc à destination des gestionnaires et des propriétaires de sites. C'est-à-dire de proposer un outil de cartographie pour essayer de savoir un petit peu justement où sont situées ces zones puits et ces zones sources en utilisant donc un système d'information géographique. Alors juste, c'est quelques slides. Hein. Donc ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est alors toujours sur le site de la Guette ici, c'est de proposer des cartes qui vont restituer un certain nombre d'informations. Alors ça peut être typiquement donc des épaisseurs de tourbe, ça peut être donc le modèle numérique de terrain. À partir de ces données, j'allais dire un tout petit peu brutes, on peut faire du traitement de données pour obtenir par exemple à partir par exemple de la nappe, de la hauteur de la nappe, on interpole tout ça sur la surface du site pour essayer de remonter à l'épaisseur de la zone non saturée, pour pouvoir bien entendu derrière faire des calculs de flux de CO2. Ce qu'on détermine aussi, c'est un indice de développement et de persistance des réseaux, c'est-à-dire que l'on combine donc des réseaux de Talweg et des réseaux de cours d'eau pour essayer d'avoir une approche qualitative de la relation entre justement ces Talweg et ces rivières. Et cet indice IDPR, par exemple, va nous donner des informations sur les propriétés de la zone et savoir un petit peu quelles sont les zones préférentielles pour de l'infiltration, quelles sont les zones préférentielles pour du ruissellement. Donc ça aussi, ça va avoir après une influence sur le calcul des flux de CO2. Et donc, vous avez ici, par exemple, un exemple sur la guette où cette combinaison permet justement d'avoir des zones principalement d'infiltration et puis, par contre, des zones de ruissellement. Et juste pour finir, en fait, ce qu'on essaye de définir, ce sont des cartes de ce type. En fait, c'est des cartes donc d'émission de CO2 qui nous permettent justement de savoir un petit peu si on a des zones à observer peut-être de plus près ou autre, quelle zone on va cibler. Voilà, donc là, c'est simplement un petit calcul qu'on avait fait, où on a couplé les hauteurs piézométriques, où on a couplé cela avec un modèle pour arriver à sortir cette extrapolation à l'échelle du site. Voilà, donc ça, ce sont des calculs qui sont actuellement en cours, et là, ce sont simplement des premiers résultats. Là, bien entendu, ici, c'est un calcul que l'on a fait avec cette courbe qui est issue de la littérature, mais bien entendu, on va rentrer le modèle que l'on a développé, que je vous ai montré précédemment. Maintenant, on travaille pour l'intégrer directement dans cette approche. Voilà, et donc en termes de poursuite et des travaux, bien entendu, le modèle, on va l'appliquer, on l'a appliqué à la Guette, on va l'appliquer sur d'autres sites.
Sébastien n'en a pas parlé, mais dans le cadre du projet CARPIT, nous avons également obtenu un petit projet en parallèle qui est un projet de capitalisation dans lequel il va y avoir notamment de l'intercomparaison entre les différents modèles et notamment il va y avoir une comparaison avec le modèle 7 qui va être fait sur l'ensemble des sites du projet CARPIT. Voilà. Et puis pour la partie outils d'aide à la décision, on va continuer les développements qui sont en cours. Et donc l'idée, bien entendu, aussi, c'est derrière de proposer des scénarios. Hein. Je crois que ce qui est important, c'est là, c'est de dire, on a fait un premier calcul qui nous donne un état actuel. L'idée, c'est de proposer un scénario, par exemple, de changer la végétation, de faire remonter la hauteur de la nappe. Et si je simule ce scénario, quel est l'impact derrière sur les flux de gaz à effet de serre? Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement ce matin, en espérant ne pas avoir été trop long. Et puis, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions dans le chat. Pas de questions pour l'instant? Pour l'instant, ouais. Bon, il y a eu un petit échange là, sur la méthode 7, effectivement. Les gestionnaires franc-comtois ont fait un essai d'application sur des tourbières de Franche-Comté, avec des contextes bien différents des tourbières pour lesquelles ce modèle a été développé. Et ça avait soulevé quelques questions, mais je pense qu'on verra ça du coup avec Clara Diebo qui nous propose de la contacter ensuite. D'accord, oui, bah, en fait, voilà, dans le cadre comme je vous disais, dans le cadre du projet capitalisation, ce sont des sujets qu'on va vraiment regarder de plus près, hein, voir justement quels sont j'allais dire, les plus et les moins de chaque approche, parce que voilà, chaque approche a son intérêt. Certaines vont être peut-être mises en place beaucoup plus facilement et ça va nous donner une estimation beaucoup plus rapide. D'autres, voilà, vont prendre peut-être un tout petit peu plus de temps, mais vont permettre d'intégrer quand même un petit peu plus de processus et peut-être de coller un tout petit peu plus à la réalité ou à optimiser un petit peu en fonction du résultat qu'on veut. Mais c'est toujours pareil, c'est la grosse question dans les modèles, c'est qu'est-ce qu'on cherche réellement qu'est-ce qu'on veut comme réponse au bout du compte. Et voilà, suivant la question, c'est peut-être pas tout à fait le même modèle qu'on doit mettre en place. Ouais, je peux rajouter un petit mot? Vas-y, Sébastien. Oui, c'est juste pour vraiment préciser le rôle de ces modèles. Ces modèles, ils vont pas vous donner des valeurs absolues, ils vont plutôt vous aider à savoir quelle action de restauration va favoriser le stockage du carbone par rapport à une autre. Il faudra voir ces modèles plus comme du relatif que comme de l'absolu. Et donc, ce sera à vous, finalement, de jouer avec le modèle, de tester différents scénarios pour savoir quel est finalement le scénario en fonction de votre végétation initiale qui est le plus favorable au stockage du carbone. Mais il ne faudra surtout pas prendre les résultats de ces modèles pour argent comptant, quoi. Il est clair que voilà, ça va donner des tendances. Voilà, un scénario va donner une tendance particulière et un autre scénario va donner une autre tendance. Mais c'est vrai que oui, on est encore très loin. J'allais dire, voilà, pour atteindre une valeur absolue, il faudrait voilà, pouvoir intégrer un maximum de processus. Sauf que ben, plus on intègre de processus, plus derrière, ça demande du calage précis et fin, j'allais dire à la fois des processus chimiques, des processus biologiques, et puis de l'hydro. Donc voilà, et donc là, on voit qu'on part dans quelque chose qui peut être très conséquent en termes de données ou autres, quoi. Donc alors après, il y a d'autres techniques hein, qui peuvent exister, mais là, voilà. C'est pour ça que, comme disait Sébastien, on est sur du relatif et pas sur de l'absolu.